Dans les forces armées allemandes, on les utilisait comme outil de propagande afin de remonter le moral non seulement des pilotes, mais de la population tout entière. On en faisait des héros. Leurs tableaux de chasse étaient publiés. Ça créait de l'émulation entre les pilotes et on leur décernait des médailles à partir d'un certain nombre d'avions ennemis abattus. Le plus célèbre d'entre eux fut Manfred von Richthofen, plus connu sous le nom de Baron Rouge. Il a battu à lui seul 80 appareils, plus qu'aucun autre pilote durant cette guerre. Je suis un chasseur. Quand j'ai abattu un Anglais, ma passion n'est assouvie que pour un quart d'heure. Le Baron Rouge devint le héros légendaire d'une vision romantique de cette guerre du ciel. On voyait les pilotes comme des chevaliers à l'armure étincelante se livrant à des combats singuliers. Être seul, être maître de votre vie pour utiliser votre seule habileté face à l'ennemi. C'était comme les tournois du Moyen-Âge. Dans cette guerre moderne, c'était le seul domaine où vous pouviez voir votre adversaire et l'affronter dans un combat mortel. Le seul domaine où il y avait encore un esprit chevaleresque et de l'honneur. Si vous l'emportiez, c'était uniquement grâce à votre bravoure et à votre habileté. Si vous perdiez, c'était que vous aviez trouvé plus fort que vous. Mais ma pauvre vieille mère, personne sur Terre ne peut dicter sa loi aux aviateurs des patrouilles aériennes. Nous sommes des hommes différents. Et au final, nous ne sommes même plus des hommes. Nous sommes des diables incarnés, emplis de la merveilleuse sensation de jouer au plus beau jeu que Dieu ait jamais créé. La seule chose importante, c'est de montrer à ces boches que dans le ciel, il n'y a pas de place pour deux. Quand les obus éclatent autour de vous et que vous vous retrouvez au milieu d'une épaisse fumée noire, vous devenez un homme différent. Vous devenez inhumain. En un sens, vous ne pouvez pas rester humain. Vous n'êtes qu'une machine de guerre qui fait ce qu'elle doit faire. Vers avril 1917, les Allemands reprirent l'avantage dans le domaine aérien. Une part de cet avantage était tactique. Ils créèrent les Jastas, des escadrons comptant 14 appareils. Ils envoyaient des troupes de 3 ou 4 Jastas derrière les lignes alliées. Ces importants raids aériens furent connus sous le nom de cirque volant. Cette tactique consistant à envoyer des escadrons entiers marqua les débuts des grands combats aériens. Les pilotes alliés rencontrèrent les cirques volants allemands au-dessus des tranchées et combattirent jusqu'à la mort. Souvent sous le regard stupéfait des troupes d'infanterie. Je revois la scène à présent. Ça faisait comme un nuage de mouches dans le ciel. Tous ces avions volaient très vite et ils piquaient. Ils se pourchassaient. On entendait les tirs, bien sûr. Pourtant, ils volaient très haut. J'ai vu des batailles fantastiques, des duels de chasseurs dans le ciel, mais on ne savait jamais. L'ennui, c'est qu'on ne savait jamais qui l'avait emporté. Nous avions pris l'habitude de parier entre nous. On se demandait qui allait tomber et qui allait gagner, si c'était un Allemand ou l'un des nôtres. La supériorité des avions allemands et la tactique consistant à utiliser les Jastas coûta très cher aux Alliés. En avril 1917, qu'on appela l'avril sanglant, les Alliés perdirent 150 avions et 316 hommes. Des pilotes américains vinrent renforcer leurs effectifs dans le courant de l'année 1917, mais la supériorité germanique perdura. Pourtant, les pilotes alliés durent encore traverser les lignes ennemies pour ramener des renseignements à leurs états-majors afin que ceux-ci puissent préparer leurs offensives terrestres. Les commandements et bien sûr les pilotes savaient qu'ils n'avaient pas le bon équipement ni les meilleurs appareils pour cette guerre. Pourtant, ils demandèrent à participer à cette grande offensive, alors même qu'ils étaient conscients de la supériorité matérielle et tactique des Allemands. La tragédie était inéluctable pour ces aviateurs, mais ils ne pouvaient rien faire contre ça. Nous avons eu un affrontement ce jour-là avec des nouveaux modèles de Fokker.
Ils avaient l'air très performants. Un de ces gars m'avait accroché et il a commencé à m'arroser de plomb. La seule chose que je pouvais faire, c'était de regarder où il tirait et de donner des coups de gouvernail pour éviter ses balles. Mais aussi lourdes que soient leurs pertes, les pilotes anglais savaient que ça ne représentait pas grand-chose comparé à celle de l'infanterie. Mais la vie des aviateurs, même si elle était souvent de courte durée, baignait dans un luxe relatif par rapport aux pauvres soldats englués dans les tranchées. Quand vous voliez à 17 000 pieds, ça vous donnait une merveilleuse sensation d'ivresse. Vous étiez une sorte de roi du château. Vous étiez là-haut et en quelque sorte vous étiez en dehors de cette guerre. J'ai fait partie de l'infanterie, nous étions toujours dégueulasses, dégoûtants, sales et souvent affamés, alors que dans l'aviation nous menions une vie de gentleman. Quand les pilotes se retrouvaient au sol, leur vie prenait un tour étrange. Parce que, dans le ciel, les face-à-face avec la mort étaient leur pain quotidien. Mais quand ils rentraient à leur base, ils retrouvaient un mess confortable, de la bonne nourriture et un lit correct pour dormir. C'est une impression très agréable de revenir de patrouille le soir avec le sentiment du devoir accompli. Avec d'un côté l'ouest tout en flammes et de l'autre l'est scintillant d'une lumière mystérieuse. Là, je me retrouve tout seul, sous un magnifique soleil de mai, et une petite brise rend toutes les choses très belles. J'entends le bruit des combats, mais d'ici la guerre semble très loin. Nous vivons sous des tentes et notre mess est installée dans un petit bois. C'est très bien quand le temps est chaud, comme c'était le cas récemment. Bien que nous soyons à portée de tir des batteries ennemies, nous n'avons pas le sentiment d'être en guerre. Je suis assis dans les bois à l'ombre et les seules choses que je peux entendre, ce sont les tirs d'artillerie au loin et le gramophone du mess. Nous vivons bien. Nous sommes cantonnés à Boulogne, où nous avons un congélateur, et nous sommes les seuls hommes sur le front à avoir droit à une glace tous les soirs. Au cœur de la vie, il y a la mort. Et au cœur de la mort, nous nous arrangeons pour prendre un maximum de bon temps. Cocktail, brochette de foie de poulet, champagne, glace à la fraise et cognac. C'étaient des jeunes gens ordinaires qui pouvaient être tués à tout moment et qui essayaient de vivre leur vie à fond. Beaucoup d'entre eux craquaient nerveusement à mesure que le temps avançait et qu'ils voyaient leur fin approcher. La chaleur de ces longs jours d'été était terrible et nos heures de vol nombreuses. Tous ces facteurs pesaient sur le moral de ceux qui étaient appelés à voler. Je me souviens que mon compagnon de chambre ressentait la même chose et que chacun d'entre nous restait éveillé toute la nuit à penser à la patrouille du lendemain matin. Nous avons fini par nous avouer que nous ressentions les mêmes appréhensions. Nous avons allumé des bougies et nous nous sommes sentis un peu mieux. D'une certaine façon, nous avons passé cette nuit comme nous avons traversé le jour suivant. Un pilote faisait régulièrement le même cauchemar. Il voyait un visage apparaître dans le ciel. Au début, le visage était vague et assez lointain, puis il se rapprochait lentement, jusqu'à venir se retrouver quasiment face à lui. Ensuite, ils se dévisageaient l'un l'autre, c'est tout, ils ne faisaient que se dévisager. Quand il se réveillait, il se demandait qui était-ce. Était-ce un homme qui l'avait tué? Ou était-ce un homme qu'il allait bientôt rencontrer dans le ciel? Même l'apparemment invincible Baron Rouge, bien qu'il semblât pourtant n'avoir jamais eu peur, savait qu'il n'était pas immunisé contre la mort. Mais c'était une perspective qu'il acceptait volontiers. Une mort glorieuse. Voler et se battre jusqu'à la dernière goutte de sang, jusqu'à la dernière goutte d'essence. Jusqu'à l'ultime battement de mon cœur et l'ultime grondement de mon moteur. Une mort digne d'un chevalier comme un toast à la santé de mes amis et de mes ennemis. Ironie du sort, le Baron Rouge, le plus grand as de l'aviation de cette guerre,
ne fut pas abattu par un avion allié, mais par une batterie au sol. À la même époque, une guerre du ciel encore plus singulière eut lieu au-dessus de la mer. Au début de la guerre, les Allemands avaient l'avantage. Leurs zeppelins étaient capables de traverser facilement la mer du Nord. Les Anglais répondirent en créant leur propre dirigeable, le pisteur de sous-marins. Il pouvait voler à près de 80 km/h et comme le Zeppelin, sa tâche principale était la reconnaissance. Les Anglais étaient sous la menace des U-boats. Ils devaient s'en débarrasser. Au début de l'année 1915, on chercha des volontaires dans toute la Royal Navy pour former un nouveau service, l'aéronaval. On fit passer un message sur tous les croiseurs et tous les cuirassés de la flotte en demandant à chaque capitaine de recommander un jeune officier ayant entre 18 et 20 ans pour ce nouveau service. Quand vous vous rendiez à l'amirauté, vous étiez reçu par l'amiral en chef en personne, Lord Fisher, qui vous accueillait en ces termes. « Jeunes gens, vous allez voler et vous serez sans doute morts avant 1 an. Ou bien alors, vous aurez reçu la Victoria Cross. Mais quoi qu'il en soit, vous avez été sélectionné pour appartenir à l'aéronaval qui est destiné à contrer la menace que représentent les U-boats. Si vous ne voulez pas faire partie de ce service, faites-le moi savoir dans les 48 heures. » En fait, très peu hésitèrent à rejoindre ce nouveau corps. Voler par beau temps est une expérience délicieuse. Vous avez l'impression que le ciel vous appartient. Ce n'est pas comme sur un bateau. Vous pouvez aller où ça vous chante, à l'altitude que vous choisissez et à la vitesse que vous voulez. Les dirigeables anglais devinrent de plus en plus sophistiqués. Ils pouvaient repérer des cibles allemandes et même les bombarder. Mais c'était encore une technologie très primitive. Nos bombes étaient de bonne qualité, mais elles étaient de faible puissance. Elles étaient plutôt petites et se baladaient plus ou moins sur le plancher de l'appareil. On pouvait aussi les accrocher sur les côtés avec des petits morceaux de tissu que l'on coupait ensuite pour pouvoir les larguer. Malgré bien des progrès, les dirigeables pouvaient difficilement être des tueurs de chasseurs performants. Ce dont la marine avait besoin, c'était d'avoir des avions rapides, lourdement armés et qui pouvaient opérer au-dessus de la mer. L'objectif numéro 1 était de contrer les sous-marins allemands. En 1915, l'Allemagne avait déclaré une guerre totale sur mer et ses sous-marins attaquaient tous les navires battant pavillon anglais sans même faire la moindre sommation. Des centaines de bateaux furent coulés. Et les Anglais, qui ne devaient leur survie qu'au commerce, s'en trouvaient grandement menacés. Même si les U-boats attaquaient alors qu'ils étaient en plongée, ils devaient passer une grande partie de leur temps à la surface. Les avions étaient le meilleur moyen de les repérer et pouvaient même éventuellement contribuer à leur destruction. Mais le véritable défi technologique était de permettre à ces avions de couvrir de grandes étendues en mer. La plus grande contribution de l'aéronaval à cette guerre fut de répondre de manière innovante aux problèmes techniques que posait l'utilisation d'avions en mer. Donc il était impératif que les avions puissent flotter. Les roues des avions étaient équipées de flotteurs en bois, ce qui leur permettait de décoller et d'atterrir sur l'eau. Mais faire voler ces hydravions rudimentaires n'était pas une mince affaire. Pour mettre l'avion à la surface de l'eau, vous devez arrêter le bateau et utiliser une grue pour descendre l'appareil sur le côté. Ce n'est pas rentable, c'est une perte de temps et une perte d'énergie. Décoller demande un maximum de puissance à cause des flotteurs très encombrants qui ont tendance à ralentir l'avion. Et pour remonter l'avion à bord, c'était le même procédé, mais à l'envers. Il fallait faire atterrir l'avion, arrêter le bateau et hisser l'appareil à bord. C'était quelque chose de très étonnant à voir. Les hydravions faisaient...